Eh bien, il est 11h30. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence sur le stand de la police nationale. Le thème abordé aujourd'hui, policier du raid, un métier d'élite. On a la chance aujourd'hui sur le stand d'avoir Pierre, commandant au raid, qui va d'ailleurs se présenter par la suite. Déjà, je vais me présenter moi. Je m'appelle Anthony, je suis l'ambassadeur de la police nationale, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, et j'anime cette conférence aujourd'hui pour vous et pour que Pierre anime avec moi et vous explique le raid, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, et vraiment que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Pierre qui va pouvoir se présenter lui-même. Merci Anthony, donc je m'appelle Pierre, je suis commandant au raid depuis bientôt 3 ans maintenant. J'ai en charge plus particulièrement dans ce service des moyens techniques, des tireurs de haute précision, du groupe cynophile, parce qu'on a aussi des chiens au raid, et autres petites joyeusetés de ce genre. Donc écoute, c'est un grand plaisir que je répondrai à tes questions Anthony, et puis s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions sur ce service, j'en répondrai avec grand plaisir également. Alors moi je le dis d'ailleurs tout de suite, merci beaucoup d'être venu parce que c'est quand même très rare pour des raisons d'anonymat évidentes dans ce service. Il est quand même très rare qu'on ait des opérateurs, des agents et ici un chef d'unité qui viennent sur un salon. Donc c'est exceptionnel et on vous invite à la fin de cette conférence à poser toutes vos questions parce que c'est vraiment exclusif et exceptionnel. Alors la première question, je pense, dont tout le monde se pose, Pierre, quand on parle du raid, le raid qui fait rêver, le raid unité d'élite, le raid qui a vraiment l'emblème de protéger, servir la population dans des situations de crise un peu exceptionnelles. La première question que je me pose, c'est le raid, est-ce que c'est un rêve inaccessible ou ça peut être une réalité pour les gens qui nous regardent ? Alors évidemment, c'est un service qui génère pas mal d'idées parfois préconçues et souvent transmises par les médias. Donc c'est intéressant de recentrer un petit peu le débat par rapport à ça. Rentrer au raid, c'est évidemment pas un rêve, hein, la preuve. La preuve, c'est tout à fait faisable. Non, plus sérieusement, je vais vous dire, déjà pour rentrer au raid, il faut être policier. Donc il faut rentrer au sein de la police nationale, il faut être titulaire de la police nationale pour pouvoir prétendre passer les épreuves. Donc c'est une fois qu'on a intégré la police, qu'on s'est préparé pour ces épreuves-là, qu'on a une grosse expérience de terrain, qu'on peut présenter les tests. Donc c'est pas vraiment un rêve, c'est plutôt un rêve pour les gens qui seraient extérieurs à la police. Pour un policier, ça doit être un projet, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se met en place avec une certaine expérience, avec les rencontres que l'on peut faire. C'est son expérience professionnelle, c'est ses capacités physiques, ses capacités psychologiques qui font qu'on va pouvoir présenter les tests. Donc en gros, pour résumer et pour répondre à ta question, on va dire que intégrer le RAID, c'est un rêve qui devient un projet concret et qui devient pour certains une réalité. Et donc je vais rebondir sur cette réponse. Je me dis, quelles sont aujourd'hui, pour toi, les qualités et les valeurs que tu estimes le plus nécessaire et indispensable pour intégrer ce service ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RAID, c'est avant tout un collectif. Rentrer au raid, c'est une aventure collective, c'est sûrement pas une aventure individuelle. On rentre pas au raid pour briller, on rentre pas au raid pour des mauvaises raisons, on y rentre vraiment pour appartenir à un groupe. Il va falloir avoir des qualités d'intégration, être capable de s'intégrer à un groupe, capable de travailler en groupe, mais comme dans tous les groupes, il nous faut des gens avec des profils différents. Pour vous donner une idée, c'est le parallèle avec l'équipe de rugby, il est très intéressant parce que comme au rugby, il nous faut des grands, des petits, des costauds, des malins, des vifs. Il nous faut plein de profils différents et c'est tous ces profils mis les uns à côté des autres qui vont créer un tout qui soit très efficace. Donc des profils différents, mais il faut aussi des valeurs communes. Les valeurs communes,
c'est avant tout cet esprit de cohésion. Tous doivent faire preuve d'esprit de cohésion. Il va falloir être extrêmement courageux. Alors quand je dis courageux, ce n'est pas forcément le courage physique qui est inhérent à la fonction au RAID, mais la fonction de policier en général. Il va falloir être aussi courageux et surtout courageux intellectuellement. Il va falloir savoir assumer ses idées, assumer ses actes, quand ils sont bons, aussi quand ils sont mauvais, de ne pas essayer de se cacher derrière des raisons plus ou moins bonnes. Et voilà, il faut assumer les choses. Donc voilà le type de profil que l'on va rechercher. Et être extrêmement disponible. Quelqu'un qui travaille au RAID, c'est quelqu'un qui est extrêmement disponible, donc qui organise sa vie pour pouvoir être en tout temps, en tout lieu mobilisable. C'est quelqu'un qui doit évidemment avoir une grosse motivation. Il sera testé là-dessus, évidemment. Et puis la motivation, ça ne suffit pas de le dire qu'on en a pour que ce soit vrai, il va falloir nous le prouver que les gens sont motivés pour rentrer. Et puis il va falloir avoir évidemment aussi des capacités physiques supérieures, ça comme vous pouvez vous en douter, et aussi surtout des capacités psychologiques très poussées. Donc encore une fois, une grande capacité d'adaptation, un esprit de cohésion et enfin, et c'est là où on touche peut-être à la spécificité du RAID et encore, c'est une capacité d'abnégation. L'abnégation, c'est ce qui va vous faire prendre un risque, de vous mettre en danger, de façon évidemment raisonnée, de façon réfléchie, de façon organisée, pour sauver quelqu'un, pour sauver un otage, pour obtenir un résultat qui vous dépasse un peu. Donc c'est cette capacité qu'on doit avoir à un moment donné de faire ce pas quand vous avez quelqu'un qui dans une pièce vous attend avec un fusil et que tout vous invite à faire chemin arrière parce que ce n'est pas forcément une position très intéressante, et il va quand même falloir qu'on ait des gens qui aient cette abnégation, cette faculté à faire ce pas en avant et d'aller se mettre en danger, mais encore une fois, pas n'importe comment. Bien, merci Pierre pour ces explications sur les qualités et les valeurs. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est vraiment quand tu dis on a tous les profils physiques, psychologiques, bien sûr avec des valeurs communes, comme une équipe de rugby en fonction des postes auxquels ils sont. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question, c'est du coup, je pense que ces profils sont aussi recrutés en fonction de vos spécialités et de vos missions. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus et surtout informer ici le public présent sur les spécificités, on va dire, vos spécialités et vos missions au RAID, parce que je sais qu'elles sont très nombreuses. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de dire ça, puisque au même titre que la police, vous le savez tous, il est d'usage de dire que la police c'est un métier aux 1000 métiers, le RAID c'est une unité aux 1000 spécialités. Et toutes ces spécialités sont tournées autour de l'intervention. Il y a une unité d'intervention, donc notre métier c'est l'intervention. Mais par contre, pour pouvoir être parfaitement autonome du début à la fin de la mission, il va falloir qu'on développe des spécialités. Donc il nous faut des opérateurs d'intervention, évidemment, mais il nous faut également, on a également des groupes spécialisés qui vont venir en appui de la colonne d'intervention. Je pense, comme vous le savez, on a un groupe négociation qui est très important. Le groupe négociation nous résout, on va dire, 7 à 8 crises sur 10 et évite justement d'en arriver à une intervention plus musclée. Donc ça, c'est vraiment un pôle très important chez nous. On a un groupe médical d'intervention, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais on a des urgentistes, des médecins urgentistes que l'on recrute chez nous sous contrat et qui sont dans la colonne aussi, qui sont formés, qui sont recrutés et qui sont dans la colonne d'assaut également pour porter secours aux opérateurs qui pourraient être blessés lors d'une intervention, mais également qui pourraient intervenir sur les auteurs, les gens qu'on va chercher. Dans la colonne d'assaut, vous retrouvez également un groupe cynophile, donc vous avez toujours un chien dans la colonne d'assaut. Alors on a deux spécialités cynophiles au service, un groupe qui s'occupe de la recherche d'explosifs et un autre groupe qui s'occupe de l'assaut, des chiens d'assaut, dont vous avez tous entendu parler, je pense, en 2015 lors des attentats, puisqu'on a perdu un de nos chiens lors de l'assaut à Saint-Denis. Un chien qui a été abattu par des terroristes. Voilà, c'était un chien du groupe cyno du RAID.
On a également un groupe des tireurs de haute précision, des snipers si vous préférez, qui ont des missions de protection de la colonne lors de l'avancée de la colonne et de neutralisation à distance d'hostiles qui voudraient s'en prendre soit aux collègues de la colonne ou alors à des otages. Pour vous donner l'ordre d'idée de la spécificité, de la technicité de ces gens-là, un tireur haute précision du raid, c'est quelqu'un qui à 200-300 mètres peut tirer dans une pièce de 2 € à peu près. Donc ça peut, vous imaginez la plus-value que l'on a à avoir des gens comme ça autour de nous. Et on a aussi un groupe opérationnel de soutien technique. Ce sont des gens aussi qui sont dans la colonne et qui vont apporter tous les outils techniques nécessaires à la récupération d'images ou de sons lors de l'intervention. Là, vous avez sur le stand des robots que l'on peut utiliser au quotidien. On va utiliser des drones. On va avoir une capacité anti-drone aussi pour nous-mêmes se protéger des drones hostiles qu'on pourrait nous envoyer dessus. Des caméras, récupération du son et autres outils extrêmement pratiques. Et enfin, les opérateurs d'intervention peuvent eux-mêmes se spécialiser à l'intérieur de leur métier, puisqu'on a également un groupe de parachutistes, on a un groupe de plongeurs, on a également un groupe effraction, un groupe de varapeurs, donc vous savez, c'est les gens qui descendent en corde sur les bâtiments. Donc voilà, donc vous voyez, je pourrais continuer comme ça encore un quart d'heure. Rentrer au raid, il ne faut pas penser que c'est juste quelqu'un avec un bouclier et une arme qui va rentrer dans un appartement, c'est beaucoup plus que ça. Merci Pierre. Bon, on peut le dire, un service très riche en profil, très riche du coup en spécialité. Et du coup, je suis obligé de rebondir sur vos missions et vraiment votre champ de compétences. C'est vrai qu'on se dit souvent, on voit d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'actualité récente d'ailleurs, il me semble, en Afghanistan, nous a permis de voir encore un acte héroïque du raid. Et du coup, je voulais voir aussi avec vous les missions extérieures que vous pouvez, parce que ça c'est aussi quelque chose d'assez rare dans la police nationale, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que le raid aujourd'hui a un rayonnement mondial, et ce rayonnement mondial du raid le met dans une position de référence mondiale pour les autres polices du monde, il faut bien le dire. Et je pense qu'aussi, on a aussi beaucoup d'agents du raid qui se font énormément de formations, notamment à l'étranger, mais des missions de protection. Du coup, je vais te laisser le micro et tu vas pouvoir détailler ça un petit peu plus que moi. Mais vraiment, sur votre champ de compétences, sur quelle mission à quel moment vous êtes déclenché? À quel moment il y a une autorité qui décide de faire intervenir le raid plutôt qu'un autre service de police? Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxièmement, quels sont vos champs de compétences sur le territoire national et aussi à l'étranger, notamment dans la formation et la protection? Alors, tu as tout à fait raison de mettre en parallèle ces deux aspects, l'aspect national et l'aspect international. Sur l'aspect national, le RAID dépend directement du directeur général de la police nationale. C'est notre chef en ligne directe. Donc pour être tout à fait pratique, pour que tout le monde comprenne bien, lorsqu'il se passe un événement sur une zone police, donc je pense que vous savez la différence entre la zone police et la zone gendarmerie. La police travaille sur les zones urbaines et périurbaines, alors que la gendarmerie aura plutôt tendance à travailler sur des zones plus rurales. C'est pas du tout péjoratif, hein, évidemment, dans ma bouche de dire ça, puisque ça représente quand même, excusez du peu, 80% du territoire national des zones rurales. Donc la police travaille sur 20% du territoire, mais elle a à gérer toutes les grandes agglomérations. Du coup, lorsqu'il se passe une crise majeure sur une zone police, eh ben, ce sont les policiers du quotidien, les policiers que vous voyez tous les jours dans la rue, qui vont se rendre sur place. Et à un moment donné, la crise va augmenter ou va changer, et on va avoir des comportements dangereux, des armes, de ce genre de suspicion ou des choses avérées. Et là, il va être fait appel au RAID. Donc là, c'est simple, hein, c'est les autorités locales qui vont faire remonter l'information et le besoin à la Direction générale de la police nationale, laquelle va nous saisir. Nous, on va se rendre sur place. On va analyser la situation et on va intervenir. On va intervenir sur plusieurs missions. Notre cœur de métier, on va dire, c'est la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, la sécurisation des grands événements,
le G7, ce genre d'événements, bientôt les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby également. Donc là, on sera extrêmement mobilisé sur ce type d'événement. On va s'occuper des interpellations dangereuses en assistance d'autres services, typiquement un service judiciaire qui doit aller chercher un matin un individu qui a commis des braquages, qui est susceptible d'être armé, qui est susceptible d'être dangereux. À partir du moment où il y a des suspicions d'armes qui sont avérées, c'est nous qui allons aller chercher les gens. On va aussi être déclenché pour maîtriser des individus en crise. Alors, vous savez, et la période de confinement et d'après-confinement l'a montré, on avait beaucoup de gens qui ne prenaient plus leur traitement pendant le confinement, qui ne voyaient plus leur médecin, des gens qui avaient des troubles psy très importants et qui ont complètement décompensé, notamment à la fin du confinement. Et on a eu pas mal d'affaires pour aller chercher des gens qui sont... Alors, ce ne sont pas des gens qui vont être des grands criminels, mais c'est des gens qui, par les pathologies qu'ils présentent, peuvent être extrêmement dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Donc, c'est nous qui allons aller chercher ces gens-là, et appuyé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le groupe négociation qui connaît parfaitement ces pathologies. On travaille aussi également avec des psychologues qui vont nous permettre de faire revenir ces gens-là à la raison et de pouvoir les appréhender sans heurts. Libération d'otages, ça c'est quelque chose que l'on pratique également. Vous avez tous évidemment en tête l'épisode de 2015, l'Hypercacher notamment. Et comme tu le disais, on fait de la protection rapprochée. Et c'est là notamment que notre mission à l'étranger se justifie, puisque nous avons en charge, avec nos camarades du GIGN, de la protection des ambassadeurs français dans les pays à risque. Nous avions plutôt la protection de l'ambassadeur de France à Kaboul, sous notre responsabilité, et on a également la protection de l'ambassadeur français au Liban. Le GIGN, lui, s'occupe de l'ambassadeur français en Syrie et en Irak. Et comme tu disais, donc effectivement, en août dernier, il a fallu, vous avez tous suivi l'actualité, que l'on extrait en urgence l'ambassadeur de France de Kaboul, et on en a profité, je ne sais pas si c'est le terme, mais du moins on nous a demandé et on a réussi à sortir des centaines et des centaines et des centaines de ressortissants français également de Kaboul pour les ramener chez nous. Mais ça, vous l'avez tous suivi dans les médias. Et d'autre part, effectivement, l'implication du RAID à l'étranger, c'est aussi beaucoup de missions de formation. On travaille beaucoup avec les groupes d'intervention étrangers, notamment en Afrique, dans les pays de l'Est et en Amérique du Sud. On a la chance d'être reconnu comme expert dans pas mal de domaines de l'intervention pure, libération d'otages, mais également sur des domaines très particuliers, notamment le tir de haute précision dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va beaucoup former les polices étrangères, mais aussi des polices assez proches. Par exemple, on forme la police de Monaco, peut-être que les gens ne savent pas, mais sur la gestion des points hauts, de la sécurisation des personnalités. Et on a cette année pas mal de missions en Afrique et en Amérique du Sud notamment. Très bien. Eh bien écoute, on en sait un peu plus sur le RAID. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés, j'ai envie de dire, pour intégrer cette unité, on l'a dit, il faut tout d'abord être policier, donc passer déjà les concours de police, que ce soit gardien de la paix, officier ou commissaire. Et ensuite, ce sont des tests de sélection en interne sur des télégrammes de recrutement. Et du coup, pour un opérateur classique, j'ai envie de dire déjà, est-ce que vous recrutez beaucoup? Est-ce qu'il y a des places? Il n'y a pas de place? Est-ce que tu as une idée un petit peu des fréquences de recrutement et du nombre de places disponibles et des durées de formation aussi pour intégrer? Je ne sais pas s'il y a une période probatoire, la durée des tests, tout ça un petit peu plus. Alors, nous on a une chance, c'est qu'on n'est pas tenu par des quotas de recrutement. On ne prendra que les gens qui ont le niveau pour entrer. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du turnover dans l'unité, des gens qui partent, on va organiser des sessions. On a la chance d'attirer beaucoup de jeunes policiers, notamment, qui souhaitent intégrer le RAID. Donc on a un panel de candidats qui est très important, ce qui va nous permettre de sélectionner dans ce panel des gens qui sont extrêmement motivés et qui réussissent les tests, et de les placer dans un vivier. On va les placer en cas de réussite dans un vivier pendant 2 ans. Et dans ces 2 ans, charge à nous de les récupérer et de leur proposer leur formation initiale. Donc typiquement, un jeune policier qui souhaite rentrer au RAID, et donc, comme tu l'as très bien dit, il faut que ce soit un policier titulaire, mais ça ne suffira pas. Il faudra qu'il ait une solide expérience, et notamment de la police de voie publique, donc qu'il ait un passé de bac, en CSI, enfin ce genre d'unité. Il va falloir qu'il se prépare
Préparer les tests du RAID, c'est 1 an et demi, 2 ans de préparation pour pouvoir être bon dans l'intégralité des domaines que l'on va proposer lors des tests. Donc voilà comment ça s'organise rapidement. On lance un télégramme de recrutement, d'appel à candidature. Les policiers qui sont statutaires pour pouvoir répondre à cet appel à candidature répondent. Ensuite, on va leur proposer des présélections qui vont se résumer dans 2 épreuves essentielles, enfin des épreuves physiques et une épreuve de tir. Ce qui va nous permettre à nous de faire un premier écrémage pour les gens qui n'auraient pas le niveau physique et n'auraient pas le niveau en tir. Une fois que ça c'est fait, ils vont passer une visite médicale devant un médecin de l'administration qui va les déclarer aptes ou inaptes à exercer au sein du RAID. À l'issue, on va nous étudier les dossiers, tous les dossiers individuels de chacun des candidats. Il va y avoir encore un écrémage. Ensuite, ils vont être convoqués à une semaine de sélection sur le site, sur notre site à Bièvre. Et pendant une semaine, on va, alors je vais prendre une formule un peu raccourcie, mais on va dire ils nous appartiennent. Plus de téléphone, plus de contact avec l'extérieur. Et pendant 7 jours, 2 jours comme de nuit, il y a des épreuves. Donc on va, alors je pense que pour ceux que ça intéresse, vous avez déjà peut-être vu des reportages sur les tests de sélection, que ce soit au GIGN ou au RAID. Mais voilà, c'est une semaine de tests où il y a énormément d'épreuves, particulièrement compliquées, physiques, d'expérience professionnelle, psychologique. Et on va réussir normalement à la fin de la semaine à n'avoir que les meilleurs des meilleurs des meilleurs, puisque tous les soirs il y a un écrémage qui est fait et on enlève des candidats. Donc au bout d'un moment, il n'en reste plus beaucoup. Et il leur reste encore une épreuve, et pas des moindres, qui est le grand oral devant les autorités du RAID. Et là, ils vont nous expliquer pourquoi ils veulent venir et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous. Savoir que là, ils ont déjà passé une semaine très compliquée. Donc, si vous voulez, en face de nous, on a des gens qui ne trichent pas, qui sont tels qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'on a envie de les voir. Ils ont tout donné, donc ils sont très fatigués. Ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Et pourtant, il faut encore qu'ils nous expliquent leur motivation. Une fois que ça s'est fait, lorsqu'ils ont réussi, c'est là qu'on va les placer dans ce fameux vivier pendant 2 ans. Au fur et à mesure des départs du service, on va les convoquer et là, ils auront encore une formation initiale qui est de 11 semaines, qui est longue, qui est fastidieuse, où on va les habiliter à différents types d'armes. On va leur faire passer des examens professionnels de cordes, puisque vous savez que le RAID peut intervenir sur un moyen de corde, de tir, des habilitations aux armes, comme je vous le disais, de la protection rapprochée, de l'intervention. Là encore, s'ils échouent à cette formation initiale, c'est retour service dans leur service d'origine. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi les tests qu'ils seront pris. Et lorsqu'ils ont réussi cette formation initiale, on les affecte, donc soit à l'unité centrale qui est située à Bièvre, soit dans une des 10 antennes métropolitaines, il y a une antenne du RAID dans chaque grande ville, ou dans une des 3 antennes ultramarines du RAID. Et là encore, c'est pas fini. Ils font partie du service, mais pas vraiment. Ils ont encore une période probatoire de 6 mois, pendant laquelle ils ne sont pas encore habilités RAID, puisque l'affectation RAID fait l'objet d'une habilitation. Et pendant ces 6 mois, ils doivent nous montrer qu'en opération, ils sont capables de restituer tout ce qu'ils ont appris. Et si ça ne fait pas la maille, retour service encore une fois. Et au bout de ces 6 mois, ils sont définitivement affectés et le fonctionnaire de police qui est affecté au RAID a un contrat de 5 ans et ce contrat est renouvelable. Je crois que vous saisissez tous maintenant pourquoi on dit que le RAID est une unité d'élite. C'est que pour y arriver, c'est vraiment fastidieux. Et c'est en gros un an pour vraiment être habilité RAID. En plus, comme tu l'as très bien dit, de l'année de préparation en amont pour pouvoir avoir le niveau physique, psychologique. Et en fait, il faut vraiment être bon partout, en fait. Voilà. Donc, c'est là où ça écrème beaucoup. Et puis, et au-delà de la force physique, bien sûr, et de l'endurance, il faut avoir une force psychologique qui soit parée à toute épreuve. Donc, on se dit que c'est dur d'y arriver, mais c'est pas impossible. Et du coup, j'aimerais terminer sur une dernière question, parce que là, face à nous, on a des hommes, on a aussi des femmes. Et du coup, je me dis, est-ce que le RAID, c'est uniquement un métier d'homme, ou est-ce qu'aujourd'hui, une femme policière peut également intégrer le RAID? Alors,
Le RAID, c'est environ 470 personnes, réparties, comme je vous le disais, sur l'échelon central, les antennes métropolitaines et les 3 antennes ultramarines. Sur ces 470 personnes, il y a environ 40 femmes. Donc, ce n'est pas un nombre négligeable. Alors aujourd'hui, les femmes qui composent le RAID sont essentiellement affectées dans notre section administrative et financière, dans notre état-major. Mais on a également, et il faut vraiment le souligner, on a 2 femmes policières au groupe négociation et on a une femme médecin au groupe médical d'intervention. Il y a eu, à une époque, 2 femmes au groupe des tireurs de haute précision. Et je vous prie de me croire que elles avaient vraiment rien à envier à leurs collègues masculins, car tant sur le plan des compétences professionnelles que sur les précisions de tir, elles étaient tout en haut de la gamme des tireurs du RAID. Pour des raisons personnelles et notamment de vie de famille, elles ont souhaité quitter le groupe, mais elles l'ont fait de leur propre volonté et elles faisaient vraiment l'affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, alors pourquoi pas de femmes au groupe d'intervention pure, dans les colonnes d'assaut? Pourquoi? Parce que les critères de sélection, les barèmes de sélection sont les mêmes pour tout le monde. Et comme vous l'avez compris, ils sont particulièrement sélectifs. Malheureusement aujourd'hui, alors on a pas mal de femmes qui candidatent, de femmes policières qui candidatent pour entrer au RAID, mais pour l'instant on n'en a pas eu qui ont réussi à aller jusqu'au bout de ce long processus de sélection dont je viens de vous parler. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est pas parce que ce sont des femmes, ça serait la même chose pour un policier qui aurait 50 ans et qui voudrait postuler au RAID. Il n'y a rien qui lui interdit. Par contre, il faudrait qu'il passe exactement les mêmes épreuves que ses collègues de 25, 26, 27 ans. Et on ne lui fera pas de cadeau par rapport au barème. Donc il se peut effectivement, de par la difficulté des épreuves, que ce ne soit pas possible. Et quand je vous dis qu'il y a certaines épreuves, notamment des épreuves de force, qui sont dédiées vraiment à la force physique, qui sont vraiment difficiles, et pour l'instant on n'a pas eu de femme à l'intervention. Mais encore une fois, si une femme demain voulait postuler pour un groupe spécialisé, le groupe cynophile, le groupe des tireurs de précision, qui ont également les mêmes tests que les groupes que les opérateurs du groupe d'Inter, elles seraient évidemment les bienvenues, mais encore une fois, il faudrait réussir à passer ces épreuves-là. Pourquoi les épreuves sont si difficiles physiquement? C'est quand vous voyez un opérateur du RAID, vous dites-vous qu'il a à peu près 40-45 kg de matériel sur le dos. Et malgré ça, il faut qu'il soit en capacité d'être en pleine possession de ses moyens physiques au moment où il va falloir intervenir. Donc imaginez, il est 6 h du matin, vous allez faire une interpellation dans un immeuble. Évidemment, on ne va pas utiliser l'ascenseur, parce que s'il tombe en panne, on n'aura pas l'air malin. Et que la personne que vous allez chercher, elle habite au 14e étage. Vous avez 40 kg sur vous et en plus, on vous donne du matériel à monter. Quand vous allez arriver là-haut, vous risquez d'être un petit peu entamé. Et bien pourtant, il va falloir se remobiliser très vite et il va falloir être en capacité d'intervenir de façon robuste. Donc voilà pourquoi les tests sont durs, voilà pourquoi les barèmes sont si élevés. C'est pareil, si lors d'une opération vous avez un collègue qui tombe devant vous qui est blessé, il va peser déjà naturellement 90 kg, il a 40 kg de matériel sur le dos. Si c'est à vous de le prendre, de le mettre sur votre dos et de le mettre à l'abri, eh ben, il faudra le faire, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe. Très intéressant ce que tu nous racontes, et du coup on se rend compte, et c'est important de se dire que les tests sont ouverts également pour les femmes, et on espère qu'un jour, et je suis sûr qu'on y arrivera, on pense maintenant au crossfit, à des choses où on voit des femmes maintenant avec des forces physiques incroyables, on pourrait être quoi, et on se dit qu'un jour peut-être une femme intégrera la colonne d'assaut du RAID. Je pense qu'un jour on y arrivera. Voilà, alors malheureusement je crois qu'on arrive au bout de notre temps imparti, et je vais laisser les quelques instants qui nous restent dédiés aux questions que vous poseriez, que vous aimeriez poser à Pierre ici. On a la chance de la voir. N'hésitez pas, si vous avez une question, je vous fais passer le micro et vous la posez sans problème. Oui, bonjour, merci d'être présent. Une petite question sur la vie personnelle et familiale. Est-ce que d'être affecté au RAID, en fait, c'est un sacerdoce sur justement la période d'affectation, c'est-à-dire pour avoir une vie familiale, est-ce qu'il ne faut pas finalement sortir du RAID pour pouvoir accomplir sa mission, quoi.
Oui, donc les sacrifices sur la vie perso, et est-ce que ça empiète Pierre va nous répondre. Alors, écoutez, il n'y a pas beaucoup de sacrifices. Regardez la preuve, moi aujourd'hui je suis en vacances et je suis devant vous, donc aucun sacrifice. Non, je plaisante bien sûr. Alors, comme je vous disais en préambule, le RAID, c'est pas un rêve, c'est un projet. C'est un projet construit. Et quand je parle de projet construit, je ne parle pas uniquement du projet du candidat, du policier. C'est forcément quelque chose dont on parle avec son entourage et c'est quelque chose qui se construit en famille. On recherche, nous, des gens calmes, posés et qui ont une structure familiale très équilibrée. Justement, on fera tout pour garantir au candidat et ensuite à la personne qui sera affectée chez nous d'avoir la vie familiale la plus normale possible. Néanmoins, et ça la famille doit bien le comprendre, à un moment donné, s'il se passe quelque chose, oui, on aura besoin de tout le monde et tout le monde reviendra. Un raider, comme on dit, qui est en vacances à l'autre bout de la France, il entend qu'il y a un attentat, il ne va pas attendre que son téléphone sonne pour rentrer, il va rentrer. Il va rentrer au service, il va se mettre à disposition immédiatement. Je vous parlais de courage intellectuel et je vous parlais d'abnégation, ça en fait partie. Donc oui, il y a des conséquences, oui, il faut être extrêmement disponible, mais je pense que si vous demandez à n'importe quel policier qui travaille dans n'importe quel service de voie publique, qui a des horaires qui peuvent être très atypiques, des cycles de travail très atypiques. Tout le monde ne travaille pas du lundi au vendredi dans la police. La police, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On travaille le week-end, on travaille la nuit. Donc, au RAID comme ailleurs, oui, l'impact sur la qualité de vie, sur la qualité de vie en famille, c'est existant. Je dirais qu'au RAID, il y a une petite notion supplémentaire, c'est la notion de gestion du danger pour la famille. Lorsque, sur nos opérations qui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas sont très médiatisées, en gros, nos opérations, parfois, elles passent quasiment en direct à la télé. Quand vous avez quelqu'un de votre famille que vous savez être à l'intérieur du groupe, que vous voyez en direct et qui potentiellement risque quelque chose, là, il peut y avoir un vrai stress qui arrive. Nous, on l'a pris en compte. Depuis les attentats et même avant, une famille qui serait inquiète pour un des opérateurs peut tout à fait appeler au service, elle sera accueillie, il y aura quelqu'un pour l'accompagner dans la gestion de l'intervention. Donc voilà, donc pour résumer, oui de la disponibilité, mais j'ai envie de dire comme tout policier, oui de la gestion en famille, mais voilà, encore une fois, ça se construit, il faut que la famille adhère au projet. Et on a souvent plutôt des gens qui dans la famille vont pousser un candidat. Là, j'ai eu la chance de discuter avec certains d'entre vous tout à l'heure. Il y avait les enfants, il y avait les parents. Et quand les enfants me disaient « moi j'ai envie de rentrer au RAID », je n'ai pas vu pour l'instant de parents dire « ah oui d'accord, mais moi j'essaye de l'en dissuader ». Bien au contraire. Parce que pour un policier, ça peut être un aboutissement, s'il aime ce domaine bien sûr. Il y a plein de façons de s'épanouir dans l'institution. Et pour quelqu'un qui voudrait rentrer au RAID, c'est quelque chose qui se construit évidemment en famille. Merci Pierre. Est-ce qu'on aurait une autre question avant qu'on rende l'antenne? C'est le moment ou jamais. Monsieur, encore une autre question du coup. Alors pardonnez-moi. Oui, une question par rapport aux médias, en particulier par rapport à BFM TV, enfin des chaînes comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une évolution de la législation pour que ces chaînes soient un petit peu interdites de filmage sur certains reportages en direct, quoi. À mon avis, vous voulez dire vraiment les risques que peuvent avoir la diffusion en direct, des informations, notamment, oui, on a eu lieu à l'hypercachère. Je reste de vous parler, Pierre va y répondre. Alors effectivement, c'est nouveau, c'est une donnée assez nouvelle, ces retransmissions quasiment en direct des interventions. Après, il y a un grand principe fondamental en France qui est la liberté de la presse. Nous, on n'est pas là pour dire la presse, elle doit ou pas diffuser ou pas diffuser. C'est pas à nous, policiers, de juger de ce genre de choses. Si des modifications doivent être faites par rapport à ça, c'est le législateur qui s'en occupera. On peut le faire remonter des problèmes via nos directeurs. Et après, c'est à l'institution d'essayer peut-être de plus protéger médiatiquement ces policiers. Mais ce n'est pas forcément les policiers du RAID qui sont le plus, encore une fois,
impactés par ce nouveau phénomène, puisque maintenant, au-delà des médias, toutes les opérations de police quasiment sont filmées, soit par des médias s'ils sont présents, ou par même des usagers qui vont après s'empresser de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Et on voit à quel point ces diffusions ont un impact après dans la gestion même d'une affaire policière. Donc, au même titre qu'une autre, voilà. Nous, le seul souci qu'on peut effectivement avoir, si sur des diffusions en direct, nos adversaires regardent eux-mêmes les chaînes et voient en fait notre déploiement et voient notre tactique, notre stratégie. Et surtout le moment où on va, par exemple, donner l'assaut. Là, ça peut représenter un danger pour nous. Donc après, à nous de voir aussi avec les médias qui sont présents pour peut-être obtenir un délai, ce genre de choses. Mais on n'est pas là, nous, policiers, pour revendiquer le fait que les médias ne puissent pas faire leur travail. Chacun son rôle. Nous, on est là pour faire notre boulot de policier. À eux aussi, entre guillemets, de se poser les bonnes questions par rapport à leur déontologie et leur façon de travailler. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. On va devoir rendre l'antenne. Encore une fois, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez en savoir encore un peu plus pour le reste, ils ont leur stand ici sur la gauche avec les derniers robots d'intervention et d'exploration. Vous pouvez aller les voir. Pierre n'est pas tout seul. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour cette intervention et l'animation de cette conférence. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà.